Selon la légende, l'Utah est un désert rempli de serpents, de coyotes, de pumas et de vautours. Je vais explorer cette région avec comme seule énergie mon corps. Au sud de l'État, au milieu des canyons et des plateaux désertiques, Moab, petite ville de 5000 habitants, est le paradis des bikers. Moab est le point de départ pour visiter les parcs nationaux. Ce sont des missionnaires mormons qui l'ont fondé en 1870. Je vais vous emmener à la découverte de l'un des meilleurs auteurs du Grand Ouest américain, Edward Abbey. Nous rencontrerons des personnages de ses livres. Je vais grimper dans ces falaises rouges qui entourent la ville. Les traces des siècles passés s'inscrivent sur la roche. Et après des heures de marche, nous irons dans des lieux d'une qualité géologique exceptionnelle. Et enfin, je vais vivre l'un de mes rêves. Rouler dans ces déserts de pierre et ces décors lunaires qui ont forgé une grande partie du rêve américain. Mais d'abord, rendez-vous sur le plus beau parcours VTT du monde. Bienvenue à Slick Rock sur la Practice Loop, où je m'échauffe et j'essaie d'avoir un petit aperçu de ce qui m'attend demain pour faire la grande boucle. Et en fait, c'est un petit concentré sur 2 km à peu près de tout ce que je vais retrouver demain sur la grande boucle de Slick Rock. Vous voyez, j'ai une petite caméra sur la tête et je vous embarque avec moi sur Slick Rock sur la Practice Loop. On y va ? Ça monte, ça descend, mais un conseil, il vaut mieux suivre la ligne blanche. C'est la Practice Loop ? Décor fascinant. Cette petite mise en jambe m'a vraiment donné envie d'en faire plus. Demain, le parcours de 20 km m'attend. Retour à Moab. Dans les bars, la musique country résonne dans la ville. Ça y est, je suis au cœur des États-Unis. Rendez-vous au Moab Diner avec Colin qui m'attend pour préparer la journée de demain. Notre première rencontre, c'est le spécialiste du parcours de Slick Rock, les Rochelis en français. Je suis mécanicien réparateur de vélos. Je travaille également chez un loueur et je suis aussi guide VTT pour une compagnie de tourisme.
Pourquoi Moab? Eh bien parce que c'est un endroit totalement unique. Dans les années 70, c'était un lieu où venaient beaucoup de motocyclistes qui faisaient la boucle avec leurs machines. C'est un spot très étrange avec ses collines de roches sableuses. C'était super pour ces gens-là et très tôt, ils ont eu envie d'y faire du VTT. Départ demain matin à 6 h pour les 20 km du parcours de Slick Rock. I'm ready. OK. Pas facile. On a l'impression de rouler sur du papier de verre. Je ne quitte pas ma roue avant des yeux. Tomber sur ce sol rugueux peut faire très très mal. Et les muscles aussi sont mis à rude épreuve. Mais c'est le vélo de Colin qui le premier nous lâche. You are okay? Tu vas bien? Oui, What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? j'ai cassé la chaîne de mon vélo. Mais il n'y a pas de problème, hein, j'ai de quoi réparer. J'ai une attache rapide, il y a juste un chaînon qui est cassé. Je le remplace par un neuf. Ça, c'est toujours ma hantise quand je suis à vélo. C'est qu'il m'arrive ce genre de truc, parce que c'est vite arrivé. C'est du terrain vraiment dur. Il faut changer de vitesse, réagir très vite, anticiper. Tout ce matériel-là, le dérailleur et la chaîne, c'est vraiment mis à rude épreuve. C'est reparti? Oui, on y va. Après quelques kilomètres, un petit break pour rencontrer Lynn Jackson, le responsable de la sécurité du parcours. Ce désert est très beau, mais il ne pardonne rien quand la température monte au-delà de 40 degrés. Et si vous n'êtes pas préparé, il vaut mieux ne pas venir ici. Chaque année, ici, quelqu'un meurt. Il y a 2 ans, une famille est venue sur ce parcours. Ils venaient de l'Iowa. C'était leur premier voyage. Ils ne connaissaient pas ce genre de désert. Ils faisaient du VTT sur ce parcours et ils se sont perdus. Et comme ils n'avaient plus d'eau, ils ont essayé de descendre jusqu'à la rivière Colorado. Ils sont descendus par la falaise et ils ont été coincés. Ils ne pouvaient pas descendre ni remonter parce que c'était trop à pic. Ils ont été retrouvés par une équipe de secours 2 semaines plus tard. Ils étaient morts de déshydratation, trop exposés au soleil. J'ai la trouille. Howdy. 4 heures d'efforts et de plaisir intense pour une récompense magnifique. La vue sur le Colorado. J'ai
J'ai l'impression que le fleuve a déchiqueté la roche pour se frayer un chemin. Un autre spectacle grandiose m'attend. Des grandes arches de pierre comme suspendues entre ciel et terre. La plus célèbre, c'est Delicate Arch. Elle aurait environ 70 000 ans et les scientifiques lui en donnent encore 15 000 à tenir debout. Delicate Arch est devenu l'emblème de l'Utah, même sur les plaques d'immatriculation. Je ne peux pas venir dans cette région sans vous parler d'Edward Abbey. Edward Abbey, c'est l'un des plus grands écrivains de l'Ouest américain. On l'appelait le barde de Moab. Après l'avoir lu, vous ne verrez plus le désert de la même manière. Je peux vous aider? Oui, bonjour. Je cherche des livres d'Edward Abbey. Vous avez du choix. Oui, vous avez ici tout ce qu'il a écrit. C'était un écrivain très prolifique et un grand poète. Il a décrit ce pays et il a parlé des changements qu'il voyait se profiler. Et en particulier, il combattait les projets de route prévus dans les parcs. Il y a cette histoire très connue où il arrachait les piquets qui balisaient la route en construction. Et puis il y avait, alors attendez voir, il est où là? Ouais. Ça c'est incroyable. Le gang, alors en français c'est le gang de la clé à molette. Et c'est des écologistes, en fait, il s'est inspiré, donc c'est pas romancé, hein, il y a une petite partie romancée, mais c'est des personnages dont il s'est inspiré qui ont existé et des histoires, des faits qui ont existé. Et donc c'est des militants écologistes extrémistes qui font péter des ponts, qui sont vraiment contre la progression, tout ce qui a été fait, parce que quand on voit dans Arch National Park, Edward Abbey était vraiment un visionnaire, un futuriste. Il était aussi plein de contradictions. À une époque, il a acheté une grande Cadillac, une Cadillac de 1971, une Eldorado décapotable qui consommait beaucoup d'essence. Il roulait dans le désert avec le toit décapoté en jetant au loin des canettes de bière. Cette Cadillac est toujours ici, pas loin, en ville, à 5 miles. Et je la conduis de temps en temps. Sa femme détestait cette voiture. Et pourquoi? C'était un homme à femme. Et je vous laisse imaginer ce qui pouvait se passer sur la banquette arrière. C'est la fameuse clé à molette. C'est le symbole d'Edward Abbey pour le livre Le gang de la clé à molette. C'est incroyable. Dans les romans d'Edward Abbey, l'un des personnages les plus flamboyants, c'est Seldom Seen, que l'on peut traduire par « rarement vu ». Le voisin et ami de l'écrivain, Ken Slake, lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Il est même sur mon t-shirt. Rencontre avec ce jeune homme de 80 ans qui inspira l'écrivain. Oh, j'aime beaucoup votre t-shirt. C'est vrai qu'Abbey a pris beaucoup de moi pour le personnage de Seldom Seen. Abbey a été très critiqué parce que ses livres ont dérangé.
Ils ont attiré beaucoup de monde dans les parcs. Et aujourd'hui, les canyons sont pleins. Notre président Obama, Dieu le bénisse, est venu ici et il a dit à tout le monde « Allez dans les parcs !» Nous, c'est exactement ce que l'on veut éviter. On veut préserver les lieux sauvages. Le plus grand problème maintenant, c'est qu'il y a trop de gens sur cette planète. Il faut faire quelque chose. J'ai 4 enfants et si tout le monde fait comme moi, j'ai bien peur que l'on soit trop nombreux. Je prie tous les jours pour que l'on arrive à aimer cette terre jusqu'au bout. Mais nous avons perdu les espaces sauvages. Il n'y en a plus désormais dans le monde. Abbey avait une énorme capacité d'écoute. C'était un homme remarquable. C'est ici qu'il écrivait. C'était son coin à lui. Quand je venais ici, j'écoutais avant de m'avancer, et si j'entendais qu'il était en train de taper à la machine, je n'y allais pas, je passais mon chemin. C'est ici, au bord du Colorado, que Abbey et Ken ont imaginé les plans les plus fous pour que l'Ouest reste le Far West sauvage. Le barrage de Glen Canyon a été construit sur le Colorado en 1963. Retenant l'eau, il a créé le lac Powell, d'une longueur de 300 km et de 150 mètres de profondeur. Ce n'est que dans le livre d'Abbey, Le gang de la clé à molette, que les personnages passent à l'action. Seldom Sin, l'un des héros du livre, celui qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Ken, se souvient d'un certain Smith. Concernant le Glen Canyon et le lac Powell, Smith l'appelait la mort bleue. Son cœur était rempli d'une haine tenace. Il se souvenait d'une rivière dorée qui allait jusqu'à la mer. Il se rappelait le nom des canyons qui s'appelaient les sentiers cachés, le salut, la dernière chance et le canyon interdit. Il y avait aussi beaucoup de canyons sans nom. Il se souvient aussi de grands et étranges amphithéâtres qui s'appelaient le temple de la musique, la cathédrale du désert. Comment peut-il oublier tout cela après l'avoir si bien connu? Les croisades des Don Quichotte de l'Ouest n'ont abouti à rien. En 1963, le lac, formé par le barrage, a englouti 96 canyons. Plus haut, sur le fleuve, là où le Colorado file entre les falaises, j'ai envie de me laisser glisser sur les eaux tranquilles en kayak. Hello. Bonjour, Richard. Je suis Katia, très heureuse de te rencontrer. Enchanté. Bonjour. John, très heureux aussi. Là, je mets mes pieds, elle est froide, dans cette mythique Colorado River qui traverse les plus beaux espaces de l'Ouest américain, qui font rêver, qui coulent dans le Grand Canyon, enfin dans tous ces endroits somptueux.
Malheureusement, ces eaux calmes et reposantes ont été contaminées par la mine d'uranium qui surplombe le fleuve. De 1945 à 1980, la mine a fait vivre la ville de Moab. Après l'arrêt de son exploitation, elle a pollué tous les terrains au bord du fleuve. Alors, aujourd'hui, on essaye de nettoyer les dégâts. Donald Mesler est responsable de ce chantier gigantesque. Voilà tout ce qui reste des déchets d'uranium. 16 millions de tonnes de résidus qui proviennent de l'exploitation. Dans ces terrains, il y a beaucoup d'eau. Cette eau est un résidu du procédé chimique de transformation de l'uranium. Depuis 40 ans, une grande partie de cette eau est sortie des bassins et a contaminé les eaux du Colorado. À présent, nous avons fait des puits entre les terres de résidus et la rivière pour drainer cette eau contaminée et la remonter sur le site. C'est ce que vous voyez là. Il faut creuser dans cette terre pour la sécher. C'est presque comme si nous faisions de l'agriculture. Nous avons un tracteur avec un disque qui roule cette terre pour la faire sécher. Puis après, on prend cette terre pour la transporter dans un conteneur sur un camion. Puis, on ferme les conteneurs. Ensuite, ils sont scellés pour éviter toute contamination à l'extérieur. Don, ça c'est un train avec la terre contaminée par l'uranium? Oui, il y a dedans la terre polluée et chaque conteneur est rempli par 36 tonnes de terre polluée. Après, ces trains, 2 fois par jour, montent vers le nord, à 30 km dans le désert, à Crescent Junction. Et les gens là-bas ne disent rien? Non, pas vraiment. Mais il y a très peu de gens là-bas. C'est une petite ville, un peu comme une ville fantôme. Il y a moins de 100 habitants. Ils ne sont pas très contents de l'arrivée de ces conteneurs, mais ils ne posent pas de problème. Don ne m'a pas rassuré sur le traitement de cette terre polluée que l'on envoie ailleurs. L'uranium prélevé ici a servi à la fabrication de bombes pour les plus grands conflits de la planète. La pollution qu'entraîne son exploitation laisse une marque indélébile et hautement toxique sur ces paysages. Heureusement, pas très loin, une bonne surprise m'attend. Dans ce pays mormon, où trouver une bonne bouteille relève de l'exploit, on a planté des vignes au bord du Colorado. Alors pour moi, qui aime le vin, pas question de passer à côté. À Moab, on a un vin exceptionnel et unique, au parfum particulier, qui vient de la terre et de l'eau du Colorado qui coule juste à côté. C'est pour ça que notre vin est très original. Et maintenant, je vais essayer de trouver le tenancier de cet endroit et de déguster ses vins. Je rentre dans le ranch pour goûter ce vin produit ici depuis plus de 50 ans. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va? Vous voulez goûter ce vin? Oui, avec plaisir. Vous voulez de celui-là? C'est le vin qui se vend le mieux. Son goût se situe entre le Cabernet et le Syrah. Ce vin est plein, riche du soleil qui cogne ici une grande partie de l'année. Comme j'ai aimé leur vin, j'ai eu le droit de visiter les caves. Et même un grand honneur pour moi, participer à la mise en bouteille. Sur la route du retour, je croise un groupe de touristes écoutant un vieil homme qui leur montre des gravures rupestres. Il s'appelle Lynn Ottinger et se présente comme paléontologue amateur. Il m'emmène dans les canyons pour me montrer une chose magnifique. Et moi, je le suis. Son truc à Lynn, c'est les dinosaures.
Il a découvert les premiers ossements en Utah. Il veut me montrer l'empreinte d'un T-Rex. Ce n'est pas facile de voir les empreintes. Mais regardez, il y en a une grosse là. Lee Nottinger est un collectionneur de pierres, d'ossements et de fossiles. Sa boutique, c'est genre supermarché pour les amateurs de Jurassic Park. C'est un dinosaure. C'est le Utahraptor. Moi, j'ai trouvé le premier os de raptor, qui est un os de taubon. Je l'ai offert à l'université. J'ai trouvé aussi le squelette du premier iguanodon. Et il porte mon nom. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises. Lynn, dans l'un de ses hangars, cache son plus beau spécimen de dinosaure. Lui, il n'a pas réussi à s'échapper. Ne vous approchez pas trop près. Je ne lui ai pas encore donné à manger ce matin. Vous vous souvenez ce qu'il a fait dans Jurassic Park, non? C'est un T-Rex? Oui, un T-Rex. C'est Steven Spielberg en personne qui lui a remis à la fin du tournage de son film Jurassic Park en 1993. Cette magnifique réplique en latex et en os fut l'un des héros du film. Et c'est au fond de ce hangar qu'il cache ses belles américaines. J'ai une chance inouïe qu'il les découvre pour moi. C'est une Buick de 1933. 1933? 1933. Mais allez-y, montez dedans. Après la Cadillac, la Buick? Oh, dis donc, c'est un voyage dans le temps, là. Je me fais un voyage dans le temps. C'est génial. Je vais partir avec Lane dans la Buick. Hein? We say goodbye. On leur dit au revoir et on y va? Bye. Ooga, ooga, ooga. Beep, beep. Ah, yes. J'ai envie de grimper et ce n'est pas en Buick que je vais monter sur les falaises autour de la ville. Chris Baird est animateur écolo de la station radio locale et amateur de sensations fortes. Chaque fin de semaine, il part dans les canyons à l'assaut des parois ocre. Le but du jeu pour les grimpeurs, remonter cette roche parsemée de fissures jusqu'au bout de la corde. Chris est en train de grimper une voie d'escalade typique du désert de cette région. Donc c'est en fissure, hein, ils appellent ça crack. Et ensuite, ça va être à moi. Donc c'est moi qui vais faire, c'est lui qui va être à ma place, qui va m'assurer. Évidemment, le risque sera, il n'y en aura pas, puisque c'est lui qui monte la corde là-haut. Il installe ce qu'on appelle un relais. Et donc, il faut toujours faire très attention, parce que une chute, c'est vite arrivé, et un accident, il y a une responsabilité à la fois pour celui qui grimpe, celui qui assure. J'ai sa vie entre mes mains. Je t'envoie la corde. Okay.
Et maintenant, c'est à moto que Chris m'emmène dans le sud-ouest de l'État, au Pays Coloré, un surnom qui n'est pas usurpé. Sur la frontière de l'Arizona, près du Vermilion Cliff National Monument, l'eau a façonné ce décor céleste. C'est du bois? Oui, ce morceau de bois vient d'un arbre. Et toute cette région du Paria Canyon est alimentée par les eaux qui viennent de Bryce Canyon. L'eau qui coule ici vient de Bryce Canyon. Quand il pleut beaucoup là-bas, quand il y a un orage, l'eau vient remplir ce canyon et peut arriver à la moitié de la paroi. Et c'est pourquoi le bois est bloqué ici. Si on était là lors d'une crue subite, on n'aurait aucun moyen de s'échapper. On serait noyé. Katia, là c'est un endroit très intéressant. On peut voir ici l'histoire de la Terre. Avec le rocher, il y a des couches parallèles. On voit une espèce de ligne, une démarcation qui casse l'ordre de ces lignes. Il ne fait pas de doute que cette partie de la roche s'est inclinée suite à un mouvement des plaques tectoniques. Et qu'après ça, des couches nouvelles de sable se sont déposées. Cette ligne correspond à une période de quelques années. Et puis après, chaque année, une nouvelle couche de sable est venue se poser. Une année, 2 années, 3 années, 4 années, c'est comme sur un arbre, où l'on peut lire le nombre des années. Dans ces canyons, on voit l'histoire du monde, l'histoire de la géologie. C'est incroyable. Du regard, je peux lire les millions d'années de ces couches de sable accumulées les unes sur les autres. Ça, ce sont des pétroglyphes. La plupart ont été laissés par des Indiens appelés les Anasazi. Ils ont vécu ici de 200 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 1200 ans. Personne ne sait pourquoi ils sont partis. Ils ont gravé cette roche et ont laissé des représentations d'animaux. Des mouflons, toute une famille de mouflons. Ils devaient les chasser pour manger et ils ont réalisé toute cette fresque qui représente leur vie. Il y a aussi toutes ces lignes qui pourraient représenter la rivière, l'eau, la vie. Au bout du chemin, les roches gardent les marques des frottements qu'elles ont subis au cours des millénaires. La chaleur monte. Le désert de pierres rouges va nous révéler l'un de ses plus beaux joyaux. C'est magnifique, non? Qu'est-ce que c'est?
Cet endroit s'appelle The Wave, la vague. Nous sommes dans les Coyote Buttes, dans le parc de Vermilion Cliff. C'est une formation de roches que l'on appelle Navarro Sandstone. C'est du sable calcifié, compressé par des forces géologiques qui ont formé toutes ces strates. Elle date de l'ère jurassique, d'à peu près 180 millions d'années. Cela correspond à l'âge des grands dinosaures, comme le tyrannosaure. Il n'y a pas d'autre endroit comme cela au monde. Merveille des merveilles. J'ai du mal à détacher les yeux de ces vagues de roches. Sur la route du retour, je décide de longer la frontière parfaitement rectiligne entre les États de l'Arizona et de l'Utah. Au bout de la Highway 163, j'arrive au fameux site de Monument Valley, sur le plateau du Colorado. Tout ce que je vois me bouleverse. Dans mon carnet, je note ce que je ressens pour ne pas en perdre une miette. Je suis assise dans le désert, dans le vent, la chaleur. Les conditions sont rudes. Le climat est sec. La nature exprime sa force et son intensité dans cet environnement si hostile à l'homme. Je contemple ces décors, loin des touristes, comme John Ford s'en était inspiré pour ses westerns. C'est ici que vivent les Indiens Navarro. Katia. Mon nom est Larry. Et ici, nous sommes dans un endroit que l'on appelle Teardrop Arch, l'arche en forme de larme. Et ce que l'on voit derrière nous, c'est Monument Valley. En Navarro, on dit Tse, c'est les rochers. Et Yanteya, c'est la falaise. De tout en haut jusqu'en bas. C'est un endroit important pour vous, pour la tribu Navarro? Oui, c'est un endroit très important pour mon peuple. Pourquoi? Parce que l'on vient faire dans ces rochers des cérémonies spirituelles. Ici, nous sommes en contact avec la terre-mère et le ciel-père. L'histoire des Navarros remonte à l'immigration de ce peuple venu du détroit de Bering dans les années 1600. À cette époque, ils ont migré vers le sud, jusqu'ici. J'ai appris des anciens qu'ils sont venus ici parce que c'étaient des chasseurs. Ils ont émigré avec les animaux qu'ils chassaient. Ils sont venus vivre ici, dans la région des Four Corners, et ils y sont restés. En 1860, la cavalerie américaine est venue et a chassé plusieurs tribus jusqu'aux réserves que nous habitons aujourd'hui. Ce lieu, nous l'appelons Welte. C'est le camp où nous vivons. Ici, sur la réserve, nous avons notre propre président de la nation Navarro. Nous avons notre propre police, nos propres rangers et une cour de justice Navarro. Yanaho, Yanaho. Hey, Nea. Hey, Nea. Hey, Nea, Yanaho.
Étroitement apparentés aux Apaches, les Navajos vivent du tourisme et ont le revenu le plus élevé de tous les peuples amérindiens aux États-Unis. Ce sont eux qui gèrent le site de Monument Valley. Il fut longtemps le plus grand plateau de tournage des États-Unis. Les westerns les plus célèbres ont été réalisés dans ce décor naturel. John Wayne. This is John Wayne. Voici John Wayne. Il est venu ici? Il est venu ici de nombreuses fois. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Mais mon grand-père, mes grands-parents l'ont connu. Il y a beaucoup de Navajos qui travaillaient ici avec lui. Quand il venait avec John Ford à Monument Valley, il logeait ici, au Trading Post. Il y avait des chambres pour eux. Entrez, ici c'est notre petit musée du cinéma qui évoque tous les films qui ont été tournés dans la région. Là, John Wayne. C'est ici, dans le Trading Post, que les deux John, Wayne et Ford, ont écrit la légende du cinéma américain. Ce musée rappelle entre autres les 9 films tournés entre 1939 et 1969 par le réalisateur de La Chevauchée fantastique. Mon émerveillement pour cette région n'est pas terminé. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vais parcourir en VTT le White Rim. C'est l'un des parcours les plus difficiles de l'Ouest américain. J'ai rendez-vous à 6 h du matin avec un ranger qui doit me délivrer un permis moyennant $20. Vous avez 110 km à faire aujourd'hui sur la piste du White Rim. Faites attention à vous, c'est le parcours le plus difficile de la région. C'est difficile? C'est pas comme si vous étiez sur un terrain plat. Il y a plein de rochers, des précipices et des choses comme ça. Prenez votre temps et surtout soyez prudente. En plein désert, entre le Colorado et la Green River, je vais parcourir cette piste au milieu des Canyonlands. Je suis seule sur cette piste. Il n'y a jamais eu grand monde dans ce désert perdu. Butch Cassidy et sa bande de voleurs de bétail venaient s'y cacher. Les falaises de grès rouge me dominent de plus de 1000 pieds. Le sel qui a surgi du sol a donné son nom à cet endroit magique, le White Rim, la rive blanche. Voilà, là j'ai fait à peu près 50 km. Je vais faire une petite pause, manger. Pour faire le Rim Trail en une fois, il faut à peu près 12 heures. Ça fait à peu près 120 km. Donc c'est une longue journée.
Quand on fournit un effort comme ça en plein désert, il faut s'hydrater à peu près 1 litre par heure. C'est important de s'alimenter. J'ai pris des petites céréales comme ça, qui sont pas trop riches en sucre. En sucre rapide, pas trop riche, mais sucre lent. Puis des protéines. J'aime bien, c'est des morceaux de bif en fait séchés. C'est agréable. Faut pas en manger trop parce que ça donne soif. Je suis vraiment dans les entrailles de la Terre, dans un panorama magnifique, infini, à perte de vue en fait. Et vraiment, c'est à la fois impressionnant, parce que le silence est peut-être grisant et angoissant par moments. On est tout seul, vraiment tout seul. Et le bruit de la nature, le bruit de mes roues, et parfois c'est angoissant. C'est tellement grand, j'essayais de me repérer un petit peu, mais il y a un moment, on n'a plus de repères. Tout se ressemble, on est perdu dans cette immensité et heureusement qu'il y a la route qu'on suit. Vous voyez cette croûte craquelée? En fait, c'est un tapis de micro-organismes. Il ne faut pas marcher dessus. Ces micro-organismes sont les plus anciennes formes de vie sur Terre. Si on les abîme, ils peuvent mettre jusqu'à 250 ans pour se reconstituer. Je vais aller m'avancer là. J'ai regardé comment était la structure du rocher, la base du rocher, pour être sûr de ne pas être sur une corniche, que ça ne fasse pas comme en montagne, que la corniche cède. C'est de la roche qui est quand même très friable. Je vais essayer de m'approcher un petit peu plus. Le rocher est stable, je ne suis pas sur une corniche. Je vais enlever mes chaussures de vélo parce que les petites cales métalliques dessous, c'est très bien pour glisser, ça glisse. Il faut faire attention. Et vous voyez la roche blanche là ? C'est pour ça que ça s'appelle la White Rim. Waouh! C'est fabuleux de marcher pieds nus, d'être en contact direct avec l'élément et de se dire qu'il y a peut-être personne qui a marché ici avant moi. C'est tellement immense, c'est tellement vaste, c'est tellement grand. Dans ces montagnes et ces canyons, j'ai partagé l'expérience de ceux qui s'aventurent ici. Ce sentiment inouï d'être la première à fouler cette terre sauvage. Le vertige de découvrir un espace vierge, oublié des hommes. Pour les Indiens d'Amérique, cette terre est celle des esprits tout empreinte de spiritualité. Il y a 50 ans, Édouard Abbé écrivait « Ce paysage, il faut le voir pour y croire. Et même ainsi, à l'épreuve de nos sens, il défie l'entendement. »